aujourd'hui en compagnie de Michael Abdullah, qui est préparateur mental, coach sportif, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, effectivement. Je suis préparateur mental et coach sportif pour les sportifs et les dirigeants d'entreprise, les employés, les cadres, etc. D'accord. Donc, j'ai rencontré Mickaël, surtout là, on s'était déjà croisés avant dans d'autres événements, mais en tout cas, on s'entraîne ensemble au KFBC avec, chez Mehdi Hotman. Et puis, j'ai découvert son activité sur Instagram avec des posts de différents grappleurs qui travaillent avec toi. Et puis après, j'ai regardé, comme j'aime beaucoup tout ce qui est optimisation de la performance, optimisation, on va dire, du potentiel humain. Et ben, je me suis intéressé à cette méthode. J'ai pas mal d'amis qui sont coachs, etc. Donc voilà, et chacun a sa méthode, son approche, et c'est toujours intéressant de découvrir. Donc, Mickaël, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous dire comment tu es rentré et pourquoi dans le coaching? Voilà. Ok, bah salut tout le monde. Merci Johnny de m'avoir donné l'occasion de pouvoir partager un peu ce que je fais, mon activité. Du coup, voilà, donc bon, bah, je suis un papa de 43 ans, père de trois enfants. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 10 ans. Je fais de la lutte à livrer avec Mehdi depuis 1 an et demi maintenant, depuis septembre-octobre 2018. Et toujours envie d'apprendre plein de choses. Toujours ça, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que je partage et dans ce que je veux vous faire partager. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand j'ai vécu quelques mois à Montréal en 2016 et j'ai eu une grosse blessure au genou, ligament croisé ménisque, juste avant les championnats de France de 2016, au mois de juin. Et j'avais besoin de quelque chose qui me permette d'être vraiment acteur de ma guérison. Je ne voulais pas laisser simplement les médecins faire l'opération et que moi je sois passif. Je voulais quelque chose pour m'aider à guérir mieux et plus vite. Et de fil en aiguille, en discutant avec des personnes du milieu du JB comme Mathias Jardin, entre autres, ils m'ont parlé d'imagerie mentale, de tous ces concepts, un peu toutes ces sciences du cerveau, du cognitif, pour m'aider à avancer. De fil en aiguille, j'ai commencé à me diriger vers la programmation neurolinguistique et j'ai intégré une formation de préparateur mental en milieu sportif, en présentiel et en e-learning, avec Raphaël Oma qui gérait des sportifs pros. Et j'ai commencé vraiment à me prendre au jeu, à vouloir l'essayer à la Gracie Barra, là où j'étais avant, la Gracie Barra Paris avant, avec les compétiteurs et les non-compétiteurs. Et ça m'a permis de m'étoffer, de m'exercer, de pouvoir un peu commencer vraiment à travailler de manière un peu plus professionnelle sur cette activité. Et au mois de juin dernier, j'ai vraiment lancé mon activité professionnelle, entrée en mon entreprise, tu vois. Et ça m'a permis de proposer quelque chose de carré, de pro, et d'affiner mon offre et d'avancer au fur et à mesure. Du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment à la fois faire partie d'un processus, comme tu l'as dit justement, d'optimisation de la performance. C'est-à-dire que moi, tout seul, en tant que préparateur mental, je ne je ne suis rien en fait. C'est avec l'aide de l'athlète, du sportif ou du dirigeant d'entreprise qu'on peut avancer. C'est-à-dire que cette préparation mentale, c'est vraiment quelque chose qui sert à gérer, à performer au niveau des habiletés mentales. Gestion du stress, confiance en soi, respiration, fixation d'objectifs, etc., etc. Donc voilà, moi je bosse avec différents sportifs de tout âge. Effectivement, comme tu l'as dit, je bosse avec des grappleurs, entre autres de l'équipe de Mehdi, comme Sami Gendouz. J'ai bossé aussi avec des sportifs francophones en Suisse, par exemple, et des équipes de basket de jeunes, des U13, par exemple, de ma ville, où je collabore avec eux pour les aider à performer. Non pas toujours pour les résultats, parce que les résultats dépendent de beaucoup de paramètres, mais si on peut appliquer la meilleure recette dans sa pratique, on peut espérer un bon résultat. Après, il y a toujours les impondérables comme l'arbitrage, l'adversaire, que nous, on ne pourra pas forcément gérer. Mais au moins qu'on sache que notre recette est la mieux possible avec les meilleurs ingrédients, c'est ce vers quoi je tends en fait. D'accord. Et donc, quelles sont les méthodes que tu utilises? J'imagine il y a plusieurs outils, comme tu m'avais dit. Il n'y a pas de méthode clé en main, mais il y a plusieurs outils, plusieurs approches. Comment ça se passe concrètement? Alors, comment je travaille? C'est-à-dire que lorsqu'on me sollicite ou lorsque je sollicite un athlète, un sportif ou un dirigeant, j'ai déjà un entretien en visuel ou au téléphone pour voir un peu si ça rentre dans mon domaine de compétences. C'est-à-dire que je ne vais pas collaborer avec quelqu'un juste pour collaborer, pour
gagner de l'argent en fait. C'est pas mon intérêt. Si c'est au-delà de mes compétences, je vais le diriger vers quelqu'un qui aura les compétences adéquates pour pouvoir l'aider. Après, au-delà de ça, quand ça rentre dans mes compétences, moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer un test de performance. Ces tests de performance, en fait, ils existent déjà en préparation physique, comme tu le sais, où avant de commencer à collaborer, à rentrer dans le vif du sujet, tu fais des tests en développé couché, etc., etc. Et moi, du coup, je propose la même chose avec un questionnaire de plusieurs questions, d'une soixantaine de questions, qui me permet un peu de définir le profil, entre guillemets, psychologique du sportif. Ça touche à la fois des items comme la confiance en soi, le discours interne, l'imagerie mentale, et ça touche à la fois la partie entraînement et compétition. Parce que comme tu le sais, en entraînement, on peut performer et surfer vraiment comme il faut, et quand on arrive en compétition, perdre beaucoup de moyens parce que écoute, on a une pression qu'on n'arrive peut-être pas à gérer, un événement impromptu qu'on n'arrive pas à gérer et du coup ça nous bloque un peu. Donc voilà, moi ça me permet de définir sous la forme de tableau, c'est vraiment des données chiffrées que je mets en place avec un histogramme qui permet de voir sur quoi on doit travailler. Et c'est toujours en accord aussi avec le sportif et l'athlète, parce que le sportif et l'athlète me font un feedback, m'expliquent quel est leur besoin et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et voilà, moi je bosse comme ça. À partir de là, je mets en place divers exercices, divers outils. Je commence donc avec ce questionnaire. Je peux faire aussi, par exemple, des exercices de relaxation par une méthode de respiration dite 3-6-5, pardon. C'est une publication que j'avais postée il y a déjà quelques semaines déjà sur mon compte Instagram. Je fais une fixation d'objectifs, c'est-à-dire c'est comme une gestion de projet en gros. C'est-à-dire que tu vas, on va dire un exemple tout simple pour parler du grappling, quelque chose qu'on connaît tous les deux. Je veux être champion d'Europe IBJJF, on va dire, en Nogi à Rome. Ok, donc qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver? Une fois que l'athlète va mettre 3 éléments à disposition, il va me dire qu'est-ce que je veux mettre en place. On va faire ce qu'on appelle un parcours interactionnel en programmation neurolinguistique où je fais déplacer l'athlète, d'accord, les yeux fermés, pour l'aider à visualiser tous ces efforts qu'il va mettre en place pour y arriver, en faisant comme s'il était vraiment en mode compétition. C'est-à-dire, pour y arriver, j'ai besoin, par exemple, de driller plus. Ok, donc maintenant, tu vas driller plus. Voilà. Et c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Et moi, je note tous les éléments que je peux noter sur sa communication non verbale. Tu vois? C'est-à-dire la respiration, l'attitude. Et ça permet après d'affiner un peu plus au fur et à mesure mes séances. Et c'est quelque chose qui marche très bien parce que du coup, cette imagerie mentale, ce parcours interactionnel permet aux sportifs de se mettre dans les conditions, tu vois, in situ, de se mettre dans les conditions. Et justement, c'est marrant parce que du coup, tu vois par exemple des respirations qui sont plus saccadées, ou alors des respirations qui sont limite bloquées. Les gens parlent en apnée, donc tu les obliges un peu à se détendre, à travailler avec des outils de programmation neurolinguistique, comme un recadrage que je mets en place pour les aider à se détendre au maximum. Vraiment, l'essentiel de mon job, c'est vraiment aider à la détente, gérer son stress et gérer son souffle, entre autres. Justement, sur ce sujet de la visualisation, j'ai lu il n'y a pas longtemps une étude qui avait été faite sur des, je crois que j'en ai parlé dans un podcast précédent, sur des personnes, je crois que c'était 10 personnes pendant 5 mois qui pensaient juste à bouger ils avaient une bague de capteurs de contraction pour voir s'ils contractaient vraiment ou pas. Et ils devaient seulement s'imaginer contracter ce muscle fléchisseur du doigt. C'était pendant, je crois, 1 heure et toutes les 5 minutes, ils devaient le faire. Mais on contrôlait qu'ils ne contractent pas réellement, c'est-à-dire qu'ils ne le fassent pas physiquement. Ils devaient s'imaginer juste le faire. Et on avait pris des mesures avant et après. Et en fait, quand c'était fini, on a vu qu'il y a eu une augmentation significative, je crois, de l'ordre de 35% de la force de ce muscle-là. Ils ont choisi celui-là parce qu'il est un peu excentré, etc. Donc, pour pas qu'il y ait de mouvements qui puissent se mesurer, augmenter cette force d'une autre manière. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, bon, après, avec des sportifs de haut niveau, plus le muscle a été travaillé, moins tu as de bénéfices tout de suite, mais quand même, tu en as. Et donc, en fait, allier la visualisation avec la pratique, c'est vraiment un outil très, très fort. Et là, on le voit en cette période de confinement où on est à la maison. On a vu la vidéo de John Danaher, tu sais, qui dit s'imaginer, regarder les techniques. Il y a plusieurs facteurs. Donc, regarder les techniques, s'informer, faire les techniques, maintenir un certain niveau de condition physique et puis la préparation.
spécifiques pour le sol et donc s'imaginer, visualiser. Donc, est-ce que ce que tu fais, ça rentre dans cette démarche? Exactement, ça. Dans cette démarche, par exemple, tu sais, on a tous en mémoire. Alors, ça arrive, c'est des aléas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout va bien, t'inquiète pas. Désolé, c'est les aléas du podcast. Je sais. Moi j'ai mes enfants qui passent, c'est pareil. Il y a les voisins qui sont dehors et il les a vus, laisse tomber. C'est un gardien. Mais c'est bien, en tout cas, il fait son travail. C'est rien. Non, c'est cool, tout va bien. Tu vois, comme je te disais, tu sais, cette visualisation, elle est importante en fait. Tu vois, elle est vraiment importante dans le sens où avant une épreuve sportive, mais vraiment en amont, il faut le faire. C'est toujours faire comme si. Tu vois, moi par exemple, j'avais bossé au tout début quand j'ai commencé avec quelqu'un qui avait pris des cours privés avec moi de JJB sur sa confiance en lui. Tu vois, et j'avais bossé avec lui sur sa prise de parole en public. Tu vois. Et du coup, j'avais bossé là-dessus en le mettant en condition. C'est-à-dire qu'on était assis ou debout, c'est là où la personne est plus à l'aise. Et je lui dis, écoute, maintenant, tu prends 3 grandes inspirations, expirations, tu fermes les yeux et tu t'imagines dedans. Et on va travailler là-dessus. D'accord? Et à partir de là, tu vois, les gens s'imaginent et ça leur permet d'appréhender les choses de manière plus sereine au fur et à mesure. Tu vois? Et c'est pareil pour les sportifs. Par exemple, lorsque je travaille avec les sportifs, en particulier l'équipe de basket, je les prends à part tous individuellement ou en petits groupes de 2 ou 3. Je les mets en condition de travailler sur des phases de jeu que la coach m'aura précisé auparavant, mais vraiment assis sur les bancs. Je les mets assis sur les bancs et je leur dis maintenant, voilà, on travaille et vous vous mettez en condition. Tu fais la passe. Par exemple, Yanis, tu fais la passe à Jawan. Jawan, tu récupères, tu vas faire un double pas, tu te fais contrer, voilà. Explique-moi ce que tu ressens, etc. Et du coup, ça les aide après, quand la situation arrive, une situation sensible arrive, de dire, OK, mais ça, j'ai déjà vécu, en fait, je sais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que techniquement, la mise au point, elle est déjà faite dans leur tête. Ils savent, voilà, qu'il y aura peut-être cette émotion à gérer, mais ils l'ont déjà gérée en amont. Tu vois ce que je veux dire? Et ça permet de ne pas arriver dans l'inconnu. Vraiment, quel est le degré j'ai envie de dire, d'activation et de mimétisme, de ressemblance par rapport à une situation réelle et une situation imaginée? Est-ce qu'on peut vraiment se rapprocher très très fortement d'une situation et quels sont les impacts d'une situation visualisée sur… Par exemple, on s'imagine, je vais prendre un contexte autre pour bien qu'on l'imagine. Donc, par exemple, je m'imagine faire un double salto arrière, tu vois, un salto arrière vrillé ou une figure que je n'ai pas l'habitude. Je sais que les gymnastes le font beaucoup, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, c'est sûr. Est-ce que l'imaginer avant de le faire va m'aider à le faire? Est-ce qu'il y a des mesures là-dessus? Comment ça se traduit concrètement? Alors, comment ça se traduit concrètement? Pour parler de cette figure-là de double salto, si moi j'imagine faire le double salto sans technique, sans m'être entraîné physiquement avant, c'est sûr que je ne vais pas le réussir. Tu vois, c'est-à-dire que ça rentre dans un processus d'entraînement technique et physique en amont aussi. Tu sais, c'est quelque chose de coordonné. Maintenant, les mesures, c'est quoi? C'est que c'est des choses que tu as l'habitude déjà de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses que tu as l'habitude de faire. Pour parler d'un passage de garde en grappe ou en JJP, tu sais, tu vas t'imaginer une situation, tu vas rentrer dedans en concentration. C'est ce qu'on voit par exemple faire les pratiquants de bobsleigh. Tu vois, souvent on voit ça, les gars sont là en équipe, ils drivent leur bobsleigh avant de rentrer en compétition. Ou les judokas, on l'a encore vu avec le Grand Slam de Paris là, il n'y a pas longtemps, où je voyais des compétiteurs qui, bam, ils sont en train de travailler, tu sais, ils s'imaginent beaucoup ou face à un miroir ou dans le vide à travailler. Et du coup, c'est des gestes qu'ils ont l'habitude de bosser. C'est mesurable dans le sens où c'est des choses qu'ils ont déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Un geste nouveau, le visualiser auparavant, essayer de le tenter après dans la pratique, je pense vraiment, bon, si quelqu'un a d'autres infos qui n'hésite pas à le dire, mais je pense que c'est vraiment chaud, surtout des exercices difficiles, techniques difficiles à mettre en place comme un double salto ou des techniques qu'on n'a pas vues en leg drag ou quoi que ce soit. Il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça si je n'ai pas vu auparavant avec mon coach. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut qu'il y ait un lien, faut qu'il y ait, bien sûr, faut qu'il y ait déjà bien un sûr. En fait, faut qu'on soit proche, faut qu'on ait déjà un bon bagage, qu'on soit proche de l'acquisition de la technique qu'on peut faire. Bien sûr.
par exemple, avec l'équipe de basket avec qui je collabore, tu vois, quand je parle de double pas, de bloc, d'écran et tout, les gamins, ils savent. Tu vois, ils savent. Tu vois, c'est-à-dire, quand je leur dis maintenant, vous vous mettez en défense, ils savent la position, la posture qu'ils doivent avoir pour défendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont s'imaginer en train de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça ouais, rentre. ouais. Disons que je ne peux pas le faire, rentrer dans ces détails techniques avec des débutants en basket. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? faut qu'ils aient une vraie, faut quand même qu'il y ait une corrélation avec un vécu, T'es obligé, avec t'es une. obligé, t'es obligé. Maintenant, attention, comme j'ai dit, l'imagerie mentale, c'est pas quelque chose de miraculeux. Comme je l'ai dit, tu peux pas passer d'un stade 0 à un stade 5 du jour au lendemain. C'est toute une progression. Tu vois, tu as l'état désiré, d'accord? Tu Mhm. as l'état désiré en haut, pardon, et l'état initial en bas. Il y a des paliers à atteindre avant d'avoir cet état désiré. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faut y aller progressivement et c'est un travail que on peut mettre en place avec le staff technique, même le staff médical. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas pousser non plus trop loin. Enfin, il y a tout ça trucs qui rentrent et c'est vraiment quelque chose de très, très motivant, quoi. Et est-ce qu'il y a moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est l'apprentissage technique. Et il y a un terme qui me plaît, c'est le talent et le hacker le talent, hacker le code du talent. C'est-à-dire que, voilà, mon objectif quand je donne mes cours, bien sûr, c'est développer ceux qui sont très doués, qui sont forts, déjà, les faire progresser, tout ça et tout. Mais je veux pouvoir reproduire les effets que j'ai eus sur certains compétiteurs ou sur moi-même, car je combats toujours en grappling, en lutte, tout ça, les effets que j'ai eus avec certaines méthodes sur d'autres, bien sûr en les adaptant. Donc, je veux développer une méthode de. On dit souvent, soit tu es talentueux, soit tu ne l'es pas. Tu vois, on dit ça. Surtout dans les sports de percussion, on Ouais. dit, voilà, la vitesse, tu ne peux pas la développer au-dessus d'un certain stade. Il y a plein de facteurs qu'on dit qui sont un peu immuables. En fait, c'est juste parce que pour le moment, on ne sait pas comment dépasser ça physiquement. On n'a pas de méthode. Mais un jour, on pourra. Je pense que, par exemple, une croyance qu'on peut avoir qui va dans les sports de pied-point, c'est soit tu as du punch, soit tu n'en as pas. C'est Ouais, un je sais, ouais, talent je sais. des Ouais, dieux. Il y en a qui disent ça. Moi, je trouve ça un peu. C'est c'est pas stupide. limitant. C'est Je suis pas limitant, je trouve. stupide, mais c'est une croyance limitante parce que le Mhm. mec. Non, c'est comment on peut faire pour développer, déjà définir l'objectif, comme tu as dit, et comment l'atteindre, comment l'obtenir. Donc, pour le moment, il y a très peu d'études qui expliquent ça parce que c'est un facteur un peu, c'est limite ésotérique, mais voilà, pour moi, la préparation mentale va permettre de faire le lien entre, comme tu as dit, l'objectif, l'action, définir le plan d'objectif et aussi comme si on allait pouvoir, j'aime bien, comme on va faire de la deep practice, c'est-à-dire de la pratique profonde, on va pouvoir améliorer le système de transmission, tu vois. Je suis d'accord C'est avec comme toi. si on passe de la DSL à la fibre. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, Je suis d'accord. c'est Moi, je suis ça. d'accord avec toi. Parce que du coup, le truc, c'est quoi? C'est que euh, si on a des croyances, on peut avoir plein de croyances. L'important, comme tu l'as dit, c'est de savoir si ça nous limite ou si ça va nous booster justement pour progresser. Euh, Moi, tu vois, je vais pas de ce que je connais, je vais parler de moi. De moi, parce que du Ouais. coup, j'ai pas trop, tu vois, parlé des athlètes avec qui je collabore. J'ai parlé de moi. Euh, Tu vois, j'ai commencé le sol tard par rapport à beaucoup, tu vois, vraiment le sol tard. Mais du coup, voilà, quand j'ai intégré l'équipe de Mehdi, c'était pour me dire, OK, il faut que j'apprenne autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et peu importe le grade que j'avais au Jiu-Jitsu brésilien, tu vois, ce que je voulais, c'est acquérir autre chose. En lutte, d'accord, car il y a beaucoup de lutte en lutta, et aussi comment on appelle ça, les process de passage de garde et de rétention de garde en lutte livrée, grappling no-gi. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré tout ce que j'avais appris en JJB à la Gracie Barra, je me suis retrouvé vraiment démuni les premières semaines d'entraînement. Enfin, Mehdi le confirmera, même les gars de l'équipe le confirmeront. Là, je fais waouh. Mais du coup, je me suis dit, ouais, mais non, on va y aller, je vais apprendre, je vais essayer. Quel que soit l'âge, en fait, l'idée, c'est de toujours se dire, OK, même si je suis plus peut-être un passeur qu'un guardero, je veux essayer de voir si justement je ne peux pas progresser, me dire dans ma tête, OK, pendant une semaine ou deux, je ne bosse que sur mon passage de garde. Tu vois? Et ça, j'ai Mathias Jardin qui m'en avait parlé en message privé, m'a dit voilà comment il fonctionne lui. Tu vois? C'est quelque chose que j'applique, que j'essaie de faire appliquer avec ceux avec qui je collabore. Comme tu le dis, il y a beaucoup de croyances, comme tu dis, ésotériques dans le milieu du sport, mais pas que. Et moi, je suis persuadé que si tu te donnes les moyens, au moins tu vas essayer de dépasser tes croyances en disant écoute, peut-être qu'à la base, je ne suis pas un puncher, mais je vais tenter de réduire cet écart qui me sépare d'un très bon puncher. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, tu que sais, c'est ça. C'est le, le, ça.
quelque chose qui est vraiment important dans ce que tu dis, c'est la communication. En fait, on sous-estime beaucoup la communication et les messages qu'on peut envoyer à certains athlètes. Et les anciens étaient très, très, très efficaces. Il y en a qui, enfin, je ne vais pas mettre tous dans le même paquet, mais on peut voir que un coach va pouvoir va communiquer, va correspondre. Le coaching d'une personne va correspondre à plus un type de personne qu'à une autre. Un bon C'est ça. coach, en tout cas celui qui a pour but de faire des champions ou alors de sublimer le potentiel d'un athlète ou d'un chef d'entreprise, je ne sais pas, il doit être capable d'adapter sa communication. Donc, c'est la fameuse, c'est la PNL, hein, c'est C'est ça. sa communication avec les modalités, là on rentre dans le jargon, les modalités de la Exactement. personne qui est en face de nous. Exactement. Et je trouve que ça, avant de parler des méthodes d'entraînement et tout ça, juste, souvent on parle de l'athlète. Mais l'athlète, c'est un peu une pierre malléable, tu vois, c'est un peu D'accord avec toi. quelque chose de malléable. Et plus ou moins chez certaines personnes, mais le coach doit être capable de hacker ça, de comprendre comment la personne fonctionne et de s'exprimer d'une manière, de lui trouver des systèmes C'est ça. d'entraînement qui va permettre de sublimer son potentiel. Moi, je vois avec certaines personnes, il y a des athlètes, je ne peux pas leur expliquer de la technique pendant 1 heure. Tu vois, ce que je dois faire, c'est je casse le schéma d'entraînement habituel, je leur fais faire, je les mets en situation jusqu'à trouver la limitation. Et une fois qu'ils ont ressenti la limitation, ils comprennent qu'il manque quelque chose. C'est pas que physique. Et ils doivent ensuite aller travailler C'est ça. la Je suis d'accord technique. avec Tu toi. vois. Tout à fait Et d'accord avec je toi. casse le schéma des fois C'est et ça. des fois je fais l'inverse. Des fois, c'est une personne a besoin de conscientiser d'abord la technique, de l'intellectualiser et ensuite aller dans le combat. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. De toute façon, ça, c'est C'est super. passionnant, ce sujet de Exactement. pour moi, il y a pas de mouton, il y a pas de pigeon, il n'y a pas d'aigle, comme on dit, Non, non. les aigles volent pas avec. Non, Non, non. grâce à ce genre de méthode que tu as, on peut sublimer les gens. En tout cas, moi, Exactement. Exactement. si la personne fait le choix, ça s'appliquera peut-être pas dans toutes les périodes, les zones de sa vie, mais en tout cas, dans certaines zones de sa vie, elle va pouvoir s'améliorer. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, tu sais, comme je dis, le coach, qu'il soit préparateur physique, préparateur mental, technique ou quoi que ce soit, euh, comme j'ai dit, c'est pas un gourou. C'est pas en un claquement de doigts que le mec C'est ça. va faire en sorte que son athlète, que l'athlète, le sportif, le dirigeant, va être champion dans sa discipline. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, en tant que coach, je suis assez humble pour m'adapter aussi à la personne qui est en face de moi. De quoi elle a besoin. L'idée, c'est pas en fait, de lui apporter le process clé en main. C'est de lui montrer quel levier actionner en lui au niveau cognitif, au niveau technique, physique, etc., pour qu'il puisse progresser et dépasser sa croyance limitante, dépasser ses limites. Maintenant, effectivement, tu as un potentiel qui est là, mais même ça, je me dis des fois, est-ce qu'on ne se limite pas en parlant de potentiel, de bagages, etc. Maintenant, il y a des réalités aussi. À très haut niveau, je te parle du niveau mondial, ADCC, le top, les mecs qui sont finalistes, est-ce que moi, Michael, même avec les meilleurs entraînements possibles, est-ce que je suis capable de tenir la dragée haute? Et ça, c'est une vraie question de fois que tu peux te poser. Est-ce que je suis capable de tenir la dragée haute à Craig Jones ou Gordon Ryan? Même avec le meilleur entraînement possible, en faisant 1 an de camp d'entraînement, est-ce que je suis capable? Je ne sais pas, parce que est-ce que je me suis donné les moyens de le faire? J'en sais rien. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais Est-ce que je quand me on suis donné voit les moyens? exactement, en fait, j'ai l'habitude, quand je suis parti à New York, je me suis rendu compte que, et en regardant beaucoup de jeunes d'Anaher, et là, il l'a reproduit je ne sais combien de fois, on voit qu'il a réussi à. J'en parlais avec Eric de la Sablière, avec qui fait le podcast, Oui. avec qui fait le Mhm. podcast. Mhm. Je me pose souvent la question, est-ce qu'un combattant ou un athlète peut changer son style? D'accord? Et souvent, il ne peut pas si l'approche n'est mal faite. Mais par contre, est mal faite. Par contre, si une approche appropriée est appliquée, mise en place, il va pouvoir s'améliorer. Par exemple, euh, euh, comment il s'appelle Gary Tonon était un pur produit IBJJF. Tu sais, passeur, etc. Avec le temps, et très fort demi-garde et tout. Avec le temps, c'est devenu un des meilleurs leg lockers, ok. Maintenant, spécialiste de la soumission. Grâce à une méthode claire, étape par étape, et comme un concept bien mis en place, comme John Danner met en place, on peut vraiment
voilà, s'approprier certains cercles techniques. Maintenant, Bien sûr. on peut voir aussi, certaines zones techniques, certaines spécialités. Et parallèlement, pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'approche qu'il a de communiquer avec ses athlètes les rend, comment je peux dire, les rend un peu proactifs par rapport à leur apprentissage. Ils s'approprient les schémas tactiques, les Mm. techniques, et ensuite ils les développent comme Gordon Ryan. Donc en C'est fait, ça, c'est on ça. voit que son système de communication fait que les combattants incorporent les techniques et les principes qu'il met en place. Donc c'est C'est ça. vraiment, Mais ça va complètement c'est avec tout à les fait d'accord méthodes que avec tu toi. utilises. Tout à fait d'accord avec toi, parce que du coup, John Danaher, euh, en fait, le type, il verbalise plein de choses que, par exemple, les anciens avaient en tête et qu'ils appliquaient de manière sporadique ou de manière actuelle avec. Mais tu m'entends toujours? Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Allô? Ah, ça coupe un peu. Ça coupe un Tu peu. Ça va m'entends revenir. toujours, Johnny? Ouais. Ouais, Je te dis donc que ouais, c'est bon. John Danner ne parle pas de problème, il parle de dilemme. Parce qu'un problème, tu peux le résoudre. Tu vois ce que je veux dire? Il Ah, dit, ce qu'il faut, c'est proposer un dilemme à ton adversaire. Tu vois, et une fois que tu as compris ça, tu dis, OK, bah, en fait, ça a tout son sens quand on me disait, quand j'ai commencé, et encore maintenant, tu dois avoir un coup d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Quand on me dit, ouais, tu dois avoir un coup d'avance, un jeu d'échecs, ouais, super. Et après, qu'est-ce que je fais en fait avec ça? Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je débute, ou même encore maintenant, avec la petite expérience que j'ai, qu'est-ce que j'en fais de, ouais. Maintenant, ok, je commence à rentrer dedans. Le dilemme, c'est que le problème, tu peux le résoudre. Tu vois, c'est la définition même du problème. Le dilemme, c'est que tu résous une partie du dilemme, tu as autre chose qui se greffe dessus. Tu résous cette partie-là, tu as autre chose qui se greffe dessus. Et quand tu vois les posts de John Danaher et les exos qu'il propose, par exemple, sur BJJ Fanatics, c'est un truc de ouf parce que le mec, il est tellement loin, tellement en avance. Et John Haller, c'est un mec, tu vois, qui a un gros bagage, je veux dire, intellectuel, scolaire, tu vois, qui met au service de la communauté du grappling, enfin du grappling au sens large, d'accord. Et quand tu l'entends parler, par exemple, avec ses combattants ou avec d'autres sur le grappling, sur des podcasts, le mec, il te conceptualise la chose et après, il te le montre par A plus B sur le terrain avec ses combattants et lui-même lorsqu'il donne ses cours. Tu dis, ah ouais, le mec, il te refait découvrir le truc, quoi. Tu dis, c'est un truc de ouf. Et ça, si tu l'appliques à toutes les disciplines et dans tous les aspects de ta vie, tu dis, ok, c'est possible de faire des choses. Si tu en as envie, tu peux essayer. Peut-être que tu n'auras peut-être pas le résultat, mais au moins, toi, tu mets tous les ingrédients pour y arriver. Tu vois, et tu mets tout en œuvre pour y arriver sur le temps que tu t'es donné. Tu vois, c'est comme ça que tu peux rester motivé, c'est comme ça que tu peux espérer progresser. Si tu fais quelque chose sans boussole, sans carte marine, une fois que tu as ta boussole, tu sais comment te diriger, tu sais où tu veux aller et que tu sais que ta carte du monde n'est pas forcément la même que celle que tu as sur le terrain, tu peux t'adapter, donc tu vas t'adapter et tu as une motivation, tu vas pas à pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est comme tout, ceux qui veulent arrêter de fumer, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent parler en public, enfin, sur plein de choses, sur plein de choses. donc en fait, pour finir, ton approche, elle permet d'utiliser plusieurs méthodes différentes pour pouvoir aider, je ne vais pas dire que l'athlète, mais La personne, c'est ça, l'humain à obtenir ses objectifs et à atteindre ses objectifs, pardon, c'est ça. au moins à s'y rapprocher, à s'en C'est rapprocher. ça, c'est ça. Ok. Je dis, maintenant voilà, il faut pas être naïf. Il y a des choses pour lesquelles on va pas, il faut pas être naïf. Tu veux pas non plus rêver faut pas rêver. Le truc c'est que il faut pas rêver, mais il faut se donner les moyens d'atteindre ce rêve en fait. Tu vois Mhm. l'idée? Ouais, C'est ouais, se ouais, donner j'ai les bien. moyens d'atteindre ce rêve et travaille, fais ce que tu sais faire, progresse, essaie de non pas de sortir de ta zone de confort, mais agrandis ta zone de confort. Tu vois, D'accord. c'est important de garder ça en tête. Tu vois, c'est agrandir sa zone de confort pour pouvoir être à l'aise dans le maximum de situations. Ok. Et donc, je vais mettre le lien de ton Instagram parce que j'ai vu que Super. tu postais pas mal d'exercices. Donc, si vous voulez des exercices concrets, il en poste souvent sur son Instagram pour pouvoir avoir un aperçu de sa méthode. N'hésitez pas à le contacter aussi sur son Instagram. Et puis, on refera sûrement un podcast ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera un Q&A.
Je vous remercie à tous. Je voudrais rajouter en cette période de confinement, soyez forts. C'est le moment de se cultiver, d'écouter des podcasts, de lire, de regarder de prendre du temps pour des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou alors qu'on n'a plus l'habitude de faire. Voir sa femme, si vous êtes dans votre cercle familial, parce qu'il ne faut pas sortir, mais voilà, cultiver, s'occuper des siens, prendre du temps pour soi et s'améliorer et mettre en place des méthodes pour quand il n'y aura plus de confinement, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Ne plus être là, c'est un moment de ne plus être dans la course et pouvoir mettre en place des objectifs et un plan d'action pour pouvoir avancer. Je te remercie, Michael. Je te remercie beaucoup aussi. Et merci. Puis, merci à toi, merci pour le podcast. Et on se revoit après le confinement alors. On se revoit après le confinement. Entraînez-vous bien. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous à la page. Ça nous permettra de faire des lives en direct avec différents intervenants. Demain, on a un historien des arts martiaux brésiliens qui va faire des sacrées révélations. Et samedi ou la semaine prochaine, Jean-Marc Sen, l'entraîneur de l'équipe de judo. Ok, je vous remercie à vous. Merci, Michael. Salut, merci à toi. À plus tard.